tous, bienvenue au Musée national de l'histoire de l'immigration, palais de la Porte Dorée. Dans cette émission, nous allons nous intéresser à l'immigration. Depuis des années, l'Europe est confrontée à une pression migratoire de plus en plus forte. Émission spéciale, reportage et décryptage des journalistes de la rédaction. Dans cette émission, direction Calais, c'est une ville symbole de l'échec des politiques migratoires européennes. Halte ensuite en Allemagne, un des pays d'Europe qui accueille le plus de réfugiés pour garantir ce fameux modèle allemand face à une population vieillissante. Mais d'abord direction Malmö en Suède. Là-bas, comme partout en Europe, la communauté juive souffre d'un regain d'antisémitisme et pense de plus en plus à l'Alia, l'installation en Israël. C'est Paul Bouffard qui nous en parle. Paul, dans quel contexte vous êtes-vous rendu en Suède? Rappelez-vous Nora, les 14 et 15 février dernier, des attentats frappent la capitale danoise, Copenhague. 2 morts, 5 blessés, d'abord devant un centre culturel et puis devant une synagogue en plein Shabbat. Des attentats qui font écho à ceux de Paris. Alors face à ces actes antisémites, on a voulu nous rendre compte du climat dans lequel vivaient les communautés juives d'Europe. Je me suis rendu à Malmö, rencontrer cette petite communauté juive qui vit dans la peur et un peu cachée. Chaque matin, le même rituel. Déborah et Simon emmènent leur fils à l'école. Un rituel perturbé. Sur le chemin, ils sont sur leur garde. Par précaution, ils ont souhaité garder l'anonymat. La famille est de confession juive. La différence maintenant, c'est qu'on ne peut plus rester devant l'école juive. On n'est plus en sécurité. Ça fait vraiment bizarre de savoir que notre enfant n'est plus en sécurité juste parce qu'il est juif. Une école juive. Une centaine d'enfants sous haute protection policière en plein centre de Malmö, la 3e ville de Suède. Ici, on est à quelques kilomètres de Copenhague, au Danemark. Il y a quelques semaines, 2 attaques terroristes bouleversent le pays. La seconde vise une synagogue danoise. En plein Shabbat, un agent de sécurité est tué. Depuis, en Suède, on renforce la sécurité devant les institutions juives. Des policiers suréquipés sont déployés. Raisel est enseignante ici à l'école. Depuis les attentats, plusieurs parents ont retiré leurs enfants de l'établissement. Je pense que c'est la peur et de venir dans une école où il y a une police. En Suède, les écoles maternelles, les écoles primaires, rien n'est fermé, tout est ouvert. Fin des sorties scolaires. Les enfants sont cloîtrés à l'intérieur des classes. Ils ne vont même plus à la bibliothèque. L'insécurité grandit. Devant l'école, hors caméra, une mère de famille nous interpelle. Elle nous le confie, sa peur est si grande qu'elle prévoit de quitter la Suède pour Israël d'ici 15 jours. Malmö, c'est 300 000 habitants. Le symbole du multiculturalisme à la suédoise, où se côtoient près de 175 communautés différentes. Un exemple de vivre ensemble, une société ouverte et sûre qui voit l'antisémitisme grandir. Face à ce constat, cet adjoint au maire a dû prendre des mesures particulières. Surveillance, caméras bien sûr, des gardes de sécurité devant les lieux juifs, devant la synagogue. C'est bien sûr la toute première chose qu'on devait faire et on devait le faire dans l'urgence. Ensuite, dans un second temps, eh bien, à plus long terme, on doit sensibiliser les jeunes à l'antisémitisme. Alors bien sûr, ça prend du temps, mais ce temps, on doit vraiment le prendre. Au stade de Malmö, séance de sensibilisation aux religions. Vous savez qui est sur la photo? Jésus, oui, mais il y a quelqu'un d'autre avec lui. Vas-y, toi là-bas. Il y a aussi Judas. Des dizaines de jeunes, toutes confessions confondues, sont réunis. Le comité suédois contre l'antisémitisme se mobilise. Il faut mettre des mots sur le racisme. Souvent, l'antisémitisme est suggéré, sous-entendu. Il faut que les professeurs et enseignants soient capables de parler de ça, qu'ils soient capables de contrer ces idées. Ils ont besoin des connaissances de base, comment l'antisémitisme se propage aujourd'hui, et notamment sur Internet, où les jeunes passent beaucoup de temps. Le rabbin Kesselman subit régulièrement des attaques. Il y a encore 2 jours, il est pris à partie par des jeunes qui l'insultent en pleine rue. Que pense-t-il du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui appelle les Juifs d'Europe à faire leur alia, leur retour en Israël pour trouver la sécurité?
Je pense qu'il fait son travail de Premier ministre en informant les Juifs qu'ils ont un endroit sécurisé où ils peuvent venir vivre. Je pense que c'est une sonnette d'alarme pour les communautés européennes. Aujourd'hui, il y aurait environ 1500 Suédois de confession juive à Malmö. En 2014, la police a enregistré 137 plaintes pour antisémitisme, une augmentation de 30% sur les 2 dernières années. Paul, on voit clairement dans votre reportage que les Suédois se mobilisent pour maintenir ce multiculturalisme. Et oui, j'ai rencontré Sofia Nerband, c'est une Suédoise qui n'est pas de confession juive. Elle a créé les Kippa Walk, les marches à la kippa, des manifestations dans la rue pour dénoncer les actes antisémites. Alors juifs et non-juifs portent tous des kippas sur la tête. Sofia me le dit, l'antisémitisme à Malmö, c'est un peu un test crucial pour l'ensemble du pays, pour la Suède, pour l'avenir du multiculturalisme. Mais on voit bien depuis quelques années aussi l'augmentation dans les urnes de l'extrême droite. Effectivement, le parti démocrate suédois, eh bien aujourd'hui c'est la 3e force politique du pays, c'est un parti nationaliste. Il a doublé son score aux législatives, il est passé de 5,7% il y a 4 ans à 12% aujourd'hui, 49 députés de ce parti au Parlement. Et à chaque incident, eh bien, ce parti il dénonce la politique d'immigration du gouvernement suédois. Et qu'en est-il de la communauté juive? On voit dans votre reportage que vous avez rencontré cette femme, ses parents qui cherchaient à quitter la Suède pour Israël. Alors c'est une mère de famille qui est née en Suède. Elle a trop peur pour ses enfants. Et là, depuis quelques jours, elle est en Israël. Elle a quitté la Suède. Alors ces personnes y répondent à un appel des dirigeants israéliens qui appellent tous ces juifs d'Europe à faire leur alia, leur retour en Israël pour fuir le terrorisme et le danger en Europe. Et bien pourtant, aujourd'hui, si on regarde les chiffres, il n'y a pas d'effet 9 janvier, et notamment en France, par rapport à 2014, c'est une baisse de 20% des retours vers Israël. Merci Paul. Si des communautés cherchent à quitter l'Europe, d'autres veulent y trouver refuge, notamment les Syriens, les Érythréens, les Soudanais, les Somaliens qui fuient la guerre. Beaucoup d'entre eux se retrouvent à Calais, dans l'attente d'un passage en Angleterre. C'est Mounir Soussi qui nous en parle. Mounir, vous vous êtes rendu à Calais à l'automne dernier, alors que la question d'immigration revenait sur le devant de la scène. Oui, on a trouvé intéressant de se rendre à Calais pour prendre le pouls sur cette question. Calais qui est la ville emblématique sur la problématique des migrants. Et arrivé sur place, on s'est aperçu qu'une tension était en train de renaître sur la zone après une période de relative accalmie en termes de flux de migrants. Et donc, les politiques se sont réemparés et réappropriés la question, ce qui a fait réémerger la problématique des migrants sur la scène politique nationale. Et internationale, notamment européenne. On vous suit à Calais, où vous avez été avec Samia Defchir. Chaque jour, des dizaines de ferries traversent la Manche. Calais et son port, c'est la dernière frontière avant l'Angleterre, la porte de sortie de l'espace Schengen. La promesse d'une vie meilleure pour des milliers de migrants bloqués ici. Voilà l'endroit où je dors, dans cette tente. Comme vous pouvez voir, c'est trempé. Nous avons peur de l'hiver, parce qu'on est physiquement faible. On ne peut pas résister à ce climat. Ahmad a 29 ans. Avant de quitter son pays, il était avocat, mais il a dû fuir le Darfour, région soudanaise en guerre depuis 2003, où sa vie était menacée. L'an dernier, Calais comptait environ 300 migrants. Ils sont aujourd'hui plus de 2300. Comme Ahmad, la plupart fuient une zone de conflit et sont donc éligibles au droit d'asile. Personnellement, peu importe où en Europe, si j'ai une occasion, je la saisirai. Beaucoup se disent prêts à aller n'importe où, mais de préférence en Grande-Bretagne. Alors, on va passer à côté des stations-service. Je voudrais essayer, avec un petit peu de chance, de vous montrer comment ces gars essaient de se cacher dans les camions. Et c'est pas facile, mais
On estime qu'il y en a entre 10 et 50 qui arrivent à passer chaque nuit. Donc vous avez des migrants qui essaient de se cacher dans le camion, mais ils ne savent pas si le camion ira en Angleterre ou pas. Calais, depuis 15 ans, symbole de l'échec des politiques migratoires. En 2002, la fermeture du camp de Sangatte avait repoussé les migrants dans les bois, une jungle démantelée elle aussi en 2009. Désormais dispersés dans plusieurs camps, ils ne peuvent compter que sur l'aide des associatifs comme Christian, bénévole de l'auberge des migrants. How are you? Blanket, yes. Yes, I have blanket. Finish after. Okay? I have nothing more. Si Calais concentre aujourd'hui autant de migrants, Natacha Bouchard, maire de Calais, en est convaincue, c'est parce que l'Europe n'a jamais harmonisé sa politique d'asile. Quel est le problème européen numéro 1 aujourd'hui? C'est le problème du flux migratoire. C'est la stratégie qui n'a pas été écrite. C'est le manque de contact entre pays européens, c'est le manque de solidarité. En attendant que les États européens coopèrent, les associatifs, eux, échangent et s'organisent. Lee, yeah, nice to see you. Thank you for hosting us. So I'm Lee from Médecins du Monde in London, and my colleague Nick. Okay, nice to meet you. And how is the situation here? You know the situation. Yeah. C'est catastrophique. Yes. It's difficult, yeah, very difficult. Yeah. Vraiment, Yeah. là ça va, il est chaussé, mais ils sont encore en tenue no shoes, Yes. no Nothing no for winter. toilets, no... So asylum seekers in the UK are accommodated. En Grande-Bretagne, les demandeurs d'asile sont logés. Ils ont une allocation mensuelle. Amount to survive on. Now it's better, but like few months ago there were a lot of I don't know how to say it in English, but the stretching, yeah, la gale in French we say. I'm truly shocked and also deeply distressed. Je suis vraiment choqué et bouleversé car ces migrants vivent ici à Calais dans des conditions proches de celles que j'ai vues dans les camps au Darfour. Situations that I've seen for refugees in Darfur in Sudan. Des camps de réfugiés de l'ONU, voire des tentes de l'armée, la solution commence à être évoquée par certains associatifs, inquiets à l'approche de l'hiver, de voir les migrants dormir dehors. Mounir, quelle est la situation depuis votre reportage ? Eh bien, quelques jours après notre tournage, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'était rendu sur place et il s'était rendu sur place pour annoncer l'ouverture d'un centre d'accueil de jour pour ces migrants, qui a vocation à accueillir des migrants pour qu'ils puissent se restaurer, souffler un peu, mais en aucun cas pour les héberger. L'idée n'était pas de refaire Sangatte en fait. C'était vraiment le contre-modèle à éviter. Et il faut savoir qu'au moment où ce centre était ouvert à Calais, eh bien à Paris, des camps de fortune étaient en train de se construire, notamment au métro La Chapelle, un camp qui a été évacué sans ménagement au début de l'été, ce qui a poussé tous ces migrants un petit peu à errer de camp en camp dans la capitale. Qu'en est-il sur le plan européen ? Bien, on a tous en tête ces images de naufrages d'embarcations en pleine Méditerranée avec des migrants à leur bord. 2000 ont péri dans ces conditions cette année. L'Italie commence à être un petit peu fatiguée d'avoir à gérer cette situation seule et elle a fait appel à la solidarité européenne, un appel qui n'a pas encore été très bien entendu par les voisins, notamment la France et l'Allemagne, qui ont demandé à l'Italie de maîtriser ses frontières et de garder les migrants sur son sol, ce qui a donné lieu à des situations de tension à la frontière franco-italienne à Vintimille, où des policiers français se sont redéployés le long de la frontière pour procéder à des contrôles et refouler les migrants en désaccord total avec les accords de Schengen. Merci beaucoup, Mounir. L'Allemagne, depuis 2013, a mis en place un programme innovant de réinstallation de réfugiés syriens qu'ils vont directement chercher dans des camps libanais, une forme d'émigration choisie. C'est Jérôme Bonnard qui nous en parle. Jérôme, qui sont ces réfugiés que vous avez rencontrés en Allemagne ?
Alors en Allemagne, donc je me suis rendu dans un camp de réfugiés à Friedland, dans la Basse-Saxe, au sud de Hanovre. Ces réfugiés syriens sont arrivés par vol charter directement du Liban. C'est une forme de réinstallation, c'est-à-dire qu'ils vont, à l'issue de leur passage dans le camp, obtenir un titre de séjour valide 2 ans. Donc ils sont là pour participer un petit peu aussi à l'économie du pays. Ich is Bana. Ich heiße Bana. Bana est syrienne. Elle a 8 ans. Il y a quelques jours, elle vivait encore au Liban avec ses petits camarades dans des camps de réfugiés. Beaucoup sont nés pendant la guerre. Ils découvrent pour la première fois les joies de l'école. Au programme, un apprentissage intensif et sur mesure de la langue de Goethe, car désormais, leur terre d'accueil, c'est l'Allemagne. En fait, on évite de parler avec les enfants de ce qu'ils ont vécu là-bas. On ne parle que de choses positives. Ils apprennent vite grâce à une méthode ludique et positive. Ces petits réfugiés et leurs familles sont arrivés mi-février. Ils restent 2 semaines dans ce centre d'hébergement. Comme eux, ils sont chaque mois une centaine à venir du Liban. Ils font partie d'un programme humanitaire. Contrairement aux demandeurs d'asile, ils obtiennent dès leur arrivée un permis de séjour de 2 ans. Car l'ONU tire la sonnette d'alarme. Les camps aux frontières syriennes sont saturés. 3,8 millions de Syriens ont fui la guerre. Près d'1,5 million vivent au Liban. Alors l'agence demande aux pays riches, et notamment à l'Europe, de faire un effort pour aider ces réfugiés. Et là, quelle heure? 7 heures. Bien. Grâce à Dieu, je me sens très bien. Je suis en sécurité. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à venir. Dès l'arrivée, les familles sont prises en charge. Cours de langue, information générale sur la vie en Allemagne, de quoi préparer la nouvelle vie qui les attend. Le centre de Friedland est situé à une centaine de kilomètres au sud de Hanovre. Ici transitent des réfugiés du monde entier. Ça va mon garçon? T'as bien travaillé? Tu es content? Gayad, Wassim et Naïm et leurs parents sont syriens. Ils ont été sélectionnés par l'ONU grâce au programme humanitaire allemand. Pour eux, c'est une délivrance. Au Liban, c'est simple, on n'avait pas d'avenir. Et si on était resté en Syrie, cela aurait été encore pire. Regardez mon petit garçon. Il n'a jamais vu l'école, jamais eu de livre. Il a appris un peu d'anglais et un peu d'arabe, mais c'est tout. Aujourd'hui, je ne peux pas imaginer rentrer en Syrie. Un jour, on aura sûrement le mal du pays, mais pour l'instant, notre vie est ici. La famille Baala partira bientôt s'installer dans la région de Düsseldorf. Les parents pourront travailler. Depuis 2013, 20 000 réfugiés syriens font partie de ces programmes d'admission temporaire. L'Allemagne a fourni près de 400 millions d'euros dans l'aide humanitaire pour répondre à la crise syrienne, loin devant les autres pays d'Europe. La France a promis seulement 1000 places d'ici fin 2015. L'Allemagne, qui voit sa population vieillir, se distingue en Europe par sa générosité. Mais jusqu'où le peut-elle ? Il y a bien sûr évidemment des limites. Vous savez, on ne compte pas accueillir quand même des centaines de milliers de demandeurs d'asile ici sur notre sol en Allemagne. On doit aussi tenir compte de ces programmes d'admission temporaire, des programmes qui prévoient d'ailleurs près de 20 000 places. Sinon, il y aura des problèmes de logistique, ne serait-ce que pour les loger et pour les intégrer dans la société. Le pays accueille déjà, avec la Suède, près de la moitié des demandes d'asile de Syriens en Europe, en dehors des programmes humanitaires. Aujourd'hui, il demande aux autres membres de faire des efforts. On a vu les images des réfugiés naufragés devant Lampedusa, et les gens disent bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Alors, on peut le faire, il faut le faire. Pourquoi on ne le fait pas? Oui, mais on a l'argent. Demande d'asile,
Programme d'admission temporaire, au total, quelques 80 000 Syriens sont entrés en Allemagne depuis le début de la guerre. Selon l'ONU, 380 000 réfugiés identifiés comme vulnérables nécessitent d'être accueillis eux aussi par les pays riches. Jérôme, il existe plusieurs programmes de réinstallation de réfugiés en Europe. Quelle est la particularité de celui-ci? Alors celui qu'on a vu dans le reportage, c'est un programme de réinstallation, d'admission humanitaire propre à l'Allemagne. C'est-à-dire que les réfugiés sont plus ou moins sélectionnés et ils viennent directement des camps de réfugiés qui sont proches de la Syrie, notamment au Liban, en Turquie. L'Allemagne fait ça depuis 2013. Ils ont promis 30 000 places de réinstallation entre 2013 et 2015. Et il y a un autre programme qui consiste en la relocalisation. Quelle est la différence? Alors la relocalisation concerne les migrants qui sont sur le territoire européen. L'idée, c'est de les répartir au sein des 28 selon des clés, des critères. Ça peut être le taux de chômage du pays d'accueil, son PIB, sa santé économique tout simplement. En fait, il y a une réelle division parce qu'il y a des pays qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas du tout d'accord, comme les Britanniques par exemple. Donc ça se fera sur la base du volontariat. On parle de 60 000 personnes concernées par ces programmes. Ça semble quelque peu ridicule eu égard au nombre de réfugiés qu'on peut trouver notamment en Turquie ou au Liban. Au Liban, il y a 1,3 million de réfugiés syriens. C'est 25% de la population. Il y en a 1,7 million en Turquie. Donc quand on voit ces chiffres, d'ailleurs, l'ONU a appelé à une réinstallation d'environ 130 000 réfugiés d'ici fin 2016. Pour le moment, on a environ à 50 000 places promises. Mais c'est pareil, entre les mots et les actes, la question se pose sur la réelle générosité de l'Europe. Et le pape François a fustigé le manque de solidarité de l'Europe, pourtant une de ses valeurs cardinales. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. L'émigration est une solution pour l'Allemagne afin de maintenir ce fameux modèle économique qui a fait sa force. Et c'est Cécile Sixou qui nous en parle. Cécile, on prône le fameux modèle allemand. Est-ce que c'est justifié? Mais Nora, a priori, tout va bien en Allemagne. C'est la première économie de la zone euro. Sa croissance est bien meilleure que celle des autres pays européens. Et puis sa force, ce sont ses exportations qui ont progressé de plus de 1 milliard d'euros en 2014. Donc a priori, sur le papier, tout va bien, mais en réalité, il y a des signes de crise dans cette économie allemande. Il y a déjà un taux de pauvreté extrêmement élevé. Il y a 12 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en Allemagne. Il y a aussi des infrastructures désuètes et l'État n'investit plus dans ces infrastructures. L'autre point faible, c'est la démographie qui est vieillissante et qui décroît rapidement. Aujourd'hui, il y a 50 millions de personnes actives en Allemagne. En 2060, on attend 36 millions de personnes actives sur une population de 80 millions de personnes. Ce qui explique en fait le recours systématique à l'émigration choisie en Allemagne. Nous avons donc choisi de nous rendre dans la région de Cologne pour voir cette économie en trompe-l'œil. Ici, c'est une des lames usagées enlevée d'une machine qui nous a été envoyée et qu'on aiguise. Des lames étincelantes, c'est la spécialité de Bernd Dines. Son grand-père, il y a plus de 100 ans, a créé cette entreprise de couteaux. Aujourd'hui, cette PME familiale de Cologne emploie près de 400 personnes et exporte dans le monde entier. Le facteur décisif dans la décision de nos clients pour nos produits, c'est la qualité de l'innovation technologique. Nous essayons toujours de trouver les meilleures solutions pour répondre à de nouveaux défis et pour le moment, on y arrive très bien. Miracle allemand, malgré la crise, son entreprise est restée en bonne santé. Bernd Dines a tout fait pour ne pas licencier. Outre-Rhin, ce sont bien les PME qui sont la colonne vertébrale de l'économie. En Allemagne, nous avons beaucoup de PME familiales qui sont très orientées vers l'exportation, très présentes à l'international et très actives dans la recherche. Elles ont su être innovantes et se sont établies sur leur marché et continuent de se développer. Flexibilité du travail, main-d'œuvre bon marché. Avec moins de 5% de chômeurs, l'Allemagne fait figure de locomotive de l'Union européenne. Mais ce modèle reste fragile.
Ici, c'est une vieille soudure. Et là, c'est la nouvelle. Ces brèches dans l'acier, Hans les connaît par cœur. Depuis 2 ans, il colmate les fissures du pont de Leverkusen. L'ouvrage n'a pas résisté au passage quotidien de milliers de camions. Depuis 2012, ils n'ont plus le droit de l'emprunter. Le problème principal, c'est qu'entre les années 60 et aujourd'hui, le trafic a énormément augmenté. À l'époque, nous n'avions que 12 000 camions et véhicules sur le pont par jour. Aujourd'hui, on en a 120 000. Et là-dedans, il faut compter 20 000 camions. Et ça veut dire que toutes les prévisions sont erronées. Du coup, l'usure est là. Faute d'investissement et d'entretien, aujourd'hui 46% des ponts, 20% des autoroutes et 41% des routes nationales sont dans un état critique. Ce n'est pas seulement l'économie locale, mais l'économie au sens général qui souffre beaucoup de cela. Selon les estimations, les pertes s'élèveraient à 1 million d'euros par jour parce que le pont est fermé pour les camions qui doivent alors faire un détour et passer par les ponts du centre-ville, mais qui sont eux aussi arrivés à la limite de leur capacité. Autre réalité de l'économie allemande, la pauvreté qui touche 1/6 de la population. Bonjour. Merci. Donnez-moi quelques poivrons rouges aussi. À 56 ans, Beate vient tous les jeudis dans ce centre social. Sa retraite de secrétaire ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Je touche 900 et quelques euros. Je paye 500 euros de loyer. Ensuite, il y a les assurances, le téléphone, l'électricité. Donc à la fin, il ne me reste plus grand-chose pour vivre. Depuis que ce centre de distribution existe, nous avons remarqué que de plus en plus de gens viennent. Des gens de tout type. On voit plus de familles, mais aussi plus de personnes seules, plus de personnes âgées. Il y a des gens qui viennent ici, qui certes ont un travail, mais dont le salaire n'est pas suffisant pour subvenir à leurs propres besoins ou à ceux de leur famille. Face à cette réalité, le gouvernement de coalition d'Angela Merkel a introduit le 1er janvier un SMIC horaire à 8,50 €. Avancée sociale pour certains, frein aux entreprises pour d'autres. En tout cas, un enjeu de taille pour l'Allemagne qui devra lutter pour rester la première économie européenne. Cécile, l'instauration du salaire minimum a-t-il changé quelque chose? Eh bien Nora, à ce jour, il n'y a pas vraiment de bilan précis sur l'introduction du SMIC en Allemagne, le SMIC à 8,50 €. Il semblerait toutefois que ça se passe un petit peu dans la douleur. La ministre du Travail allemand, Andrea Nahles, l'a elle-même reconnu. Il y a beaucoup d'employeurs qui visiblement ne jouent pas le jeu et qui utilisent un petit peu toutes les astuces pour contourner la loi. Du coup, le gouvernement est loin du compte et il avait prévu que 4 millions de personnes en 2015 bénéficieraient de ce SMIC et en fait, pour le moment, on n'en est pas encore là. Et qu'en est-il du taux de pauvreté en Allemagne? La pauvreté n'a jamais été aussi élevée en Allemagne. Plusieurs chiffres. Sur 80 millions d'habitants, 12,5 millions vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 892 € par mois. Un autre chiffre, depuis 2005, le nombre de personnes devenues pauvres en Allemagne est 10 fois plus important qu'en France. Bref, selon une étude d'une association d'aide sociale, le SMIC ne résoudra pas le problème. Il faudra avoir recours à l'emploi aidé. Et ce n'est malheureusement pas encore au programme du gouvernement allemand. Merci Cécile. Merci Nora. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci au Musée de l'Histoire de l'Immigration de nous avoir accueillis dans ses murs. Nous, on se retrouve très vite sur Public Sénat et tous les jours sur publicsena.fr. Ciao.